Bonjour à toutes et à tous. Une organisation ne peut se transformer à moins que ses membres ne se transforment. Et ses membres ne se transformeront à moins que leurs leaders et leurs managers ne se transforment. Les leaders et les managers doivent être les modèles dans les nouveaux états d'esprit et comportements souhaités qui sont nécessaires pour accomplir la transformation avec succès. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au troisième atelier du groupe de travail sur la transformation organisationnelle du PMI France, portant sur se prémunir contre les pièges de la transformation organisationnelle. Je m'appelle Mounina Tunkara et j'ai le plaisir d'accueillir pour le webinaire de ce soir, Claude Skalil, spécialiste de recherche Brightline Initiative, Mounina Tunkara, PMP, auteure, consultante, conférencière TED, doctorante en sciences de l'information et de la communication, enseignante vacataire en management de projet et prise de parole en public. Mehdi El Gwarni, PMP, fondateur d'Ouli Risk Training and Consulting, formateur en management de projets et des risques, volontaire PMI France. Amélie Gassi, PhD, chef de projet certifié PMP RMP et Change Manager certifié PROCI, formatrice. Yanis Waliten, consultant en gestion de projet et programme chargé de programme mentorat PMI France certifié PMP et Black Belt Lean Six Sigma. Kindi Silla, chef de projet senior, project manager, transformation digitale, coaching Sigma. Aurélien Bayon, chef project manager, practice squad leader. Abdelhamid Boulenoir, CEO PMO Co. et CMS informatique, enseignant Polytech Paris, Saclay et auteur de 6 ouvrages sur le management de projets publiés chez l'AFNOR. Expertise solution PPM. Narcisse Unza, ingénieur, chef de projet certifié PMP et White Belt Lean Six Sigma. Soufiane Aboulatim, chef de projet amélioration continue product owner. Destin Logbo, grand chef du service gouvernance IT et project manager. Kamel Alaban, consultant et formateur, ex-directeur général, chef de projet et fondateur de 2 entreprises, business development. Mayedine Mouswadou, chef de projet IT, business coach pour les startups et PME, expert en design thinking et en stratégie de marque. Sur votre écran, le plan qui va être suivi pour le webinaire de ce soir s'affiche et afin d'interagir tout au long du webinaire, nous vous proposons un atelier collaboratif avec 2 activités dont les modalités vont vous être communiquées via le chat. D'ores et déjà, si vous pouvez soit cliquer sur le lien qui a été partagé dans le chat pour accéder à l'atelier collaboratif qui a déjà été ouvert, ou vous pouvez aussi scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. À toi, Hamid, pour la suite. Très bien. Écoute, merci Moulinas pour cet éclairage. Donc là, ce qu'on va essayer de voir, c'est les prérequis et les objectifs de ce webinaire, qui est donc se prémunir contre les pièges de la transformation organisationnelle. Mais peut-être pour nos collègues qui n'étaient pas là, on fera un bref rappel des 2 précédents webinaires. Le premier, c'était l'introduction de la transformation organisationnelle. Le second, c'est explorer le côté humain de la transformation digitale. Donc, en gros, c'est pour cela qu'on a des prérequis à avoir conscience de l'intérêt que peut apporter la transformation organisationnelle à tout type d'entreprise,
connaître évidemment les différentes structures organisationnelles, matrices, fortes, faibles, etc. Alors, idéalement, ça serait bien d'avoir suivi les deux webinaires, évidemment, le code déontologie. Bon, néanmoins, sur ce dernier plan, on va faire un très bref rappel au moins de la définition et des fondamentaux de l'ATO. Alors, l'objectif quand même principal de ce webinaire, c'est de parler des pièges. Une fois qu'on est engagé, quels sont les pièges de l'ATO? Alors, on a identifié à travers différentes lectures, et les collègues vont vous détailler cela, 4 pièges principaux, mais pas que, n'est-ce pas? Donc, le premier, c'est l'état d'esprit hérité de ce qui existe, toujours prédominant. Négliger, euh, le deuxième, c'est alors comment on appelle ça? Le changement de culture nécessaire, n'est-ce pas? Le troisième, c'est ne pas associer les employés, surtout le grand piège, c'est ne pas associer les salariés, les employés de l'entreprise à la transformation de façon personnalisée. Le quatrième, ne pas préparer l'organisation au changement sur le plan culturel, etc., etc. Donc voilà, très, très brièvement, on va commencer par le rappel de ce qu'on a vu lors des précédents webinaires. Alors, si tu peux très rapidement, Mounina, nous passer le slide suivant. Alors, donc, ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est que le Bright Line, c'est une Bright Line avec le PMI. Donc, on travaillait sur cet aspect-là. Et la définition qu'il donne, c'est la transformation organisationnelle fait référence à une organisation qui parvient à améliorer de façon durable et quantifiable ses performances tout en transformant, et ça c'est très important, l'état d'esprit des employés, du personnel. Donc, de la culture de l'organisation. Il y a d'autres définitions, c'est le BCG, Boston Consulting Group. Les transformations sont des changements dans la stratégie, les modèles opérationnels, la structure organisationnelle, les personnes et les processus. En gros, on a fait une synthèse pour dire que c'est un ensemble de processus de transformation de tous ces trucs-là, stratégie, structure, compétences, culture. L'objectif, c'est quoi? C'est pour apporter de la valeur. On n'a pas utilisé trop le mot valeur, pour apporter de la valeur à l'organisation, pour viser un avantage concurrentiel. Voilà. Donc voilà, on va passer peut-être au slide suivant. Donc, pour dire que c'est toujours des rappels, donc on a parlé l'étude de Brightline a parlé des 5 composants, donc appliqués à la transformation organisationnelle. Alors, je vais juste faire un petit topo là-dessus. Donc, l'étoile polaire, les idées perspicaces sur les clients, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec les clients, il faut avoir de l'empathie et co-créer avec les clients. Et il faut avoir aussi un système opérationnel, c'est-à-dire qu'il y ait une structure organisationnelle horizontale pour qu'on puisse communiquer. Et il faut évidemment avoir des champions volontaires. Volontaires, c'est important. Et aussi, donc, on arrive à une transformation des employés. Alors, je continue sur la suite pour dire que cette étoile polaire, en fait, elle m'indique la stratégie. Bon, voilà. Alors, Mounina, si tu peux passer à la slide suivante. Donc, comment guider la transformation avant de rentrer dans le détail propre de ce webinaire? Rappelons quand même que sans vision, on ne peut pas faire une transformation organisationnelle correcte. Donc, il faut une vision claire pour guider la transformation. Évidemment, à partir de la vision, on va définir une stratégie. Et à partir de stratégie, on définit des objectifs qui soient clairs, smart, n'est-ce pas? Mesurables, etc. À partir de tout ça, on va établir une gouvernance qui soit adaptée pour piloter. Piloter, ça veut dire on va suivre aussi la TO, la transformation organisationnelle, pour éviter les pièges et pour bien réussir cette transformation organisationnelle. Évidemment, il y a une influence si je définis pas bien les objectifs, etc. Il y a une interaction entre tous ces composants. Alors, je reprends un slide, tu peux y aller, Monina, qui existe dans le PM, comment ça s'appelle, le standard for portfolio, où on a cette vision. On a cette vision, c'est-à-dire, il y a le top management qui définit la vision, les missions, la stratégie, et puis il y a ceux qui font le plus au niveau intermédiaire, au niveau qui applique la stratégie qui a été définie, c'est-à-dire les portefeuilles, les projets, etc.
Et puis, il y a les opérationnels. Comme vous allez le voir, mon collègue l'a très bien illustré dans le slide suivant. Dans la vision, c'est plutôt le top management. Et ceux qui ont un peu plus les mains dans le cambouis, c'est les management de portefeuille des projets, etc. Et il y a les opérationnels. Et vous verrez que ça va être illustré par mon collègue, où on voit un peu ces trois types d'acteurs qui interagissent pour essayer de réussir cette théo. Voilà, je vais passer la main à mon collègue Aurélien, juste pour dire que il va situer le contexte de cette étude, et puis vous verrez un par un les différents pièges et les cas pratiques, parce que nous avons prévu des cas pratiques, et un collègue fera la synthèse. Voilà, à toi Aurélien. Merci Hamid, bonjour à tous. Donc effectivement, alors sur le contexte de cette étude, on s'est basé, c'est le fil rouge de cette série de webinaires sur le Transformation Playbook de Brightline, en particulier sur un article. On ne s'est pas limité sur cet article, mais on l'a pris en base de référence. Four Transformation Traps and How to Avoid Them. Donc quatre principaux blocages, problèmes liés à la transformation et comment les éviter. C'est un article qui a été rédigé par une quinzaine de professionnels, chacun une quinzaine, une vingtaine d'années d'expérience. Donc ils savent quand même de quoi ils parlent dans le domaine de transformation. Ils ont commencé par se baser eux-mêmes leur cercle d'études sur la littérature, donc reprendre les ouvrages existants pour pas être influencés par leur expérience. De là, ils ont voulu identifier et répertorier les différentes sources de blocage rencontrées par les organisations. Ils les ont ensuite classifiés, basés sur leurs expériences, partage d'idées, donc de voir effectivement pour eux ce qui était le plus pertinent, le plus souvent présent ou peut-être parfois en marge. Et c'est comme ça qu'ils ont proposé ce diagramme qu'on retrouve sur le slide en haut à droite. Donc une sorte de classement du top 22 des blocages et des difficultés. Voilà. Donc, ils ont choisi dans le reste de l'article de développer un peu plus le top 4 et c'est ce qu'on fera dans le cadre de ce webinaire. Et on vous fera un spectre un peu plus élargi sur le focus des autres types de difficultés. Donc, pour ce faire, on démarre sur le premier du top 1 et c'est Kamel qui va nous faire ce partage. Merci. Merci Aurélien. Alors, le premier piège, c'est l'état d'esprit hérité, ou en anglais, on l'appelle souvent legacy mindset. Là, pour assurer la pérennité de l'organisation, les leaders doivent réinventer l'organisation, c'est-à-dire doivent la transformer, doivent avoir une transformation de l'organisation selon les tendances actuelles. Et à chaque fois qu'il y a une transformation organisationnelle nécessaire pour assurer une excellence opérationnelle. Pour réussir le défi de la transformation organisationnelle, les leaders doivent se transformer en mode projet et exercer leur leadership et management afin de mobiliser leurs collaborateurs à atteindre ces objectifs. Néanmoins, des fois, lorsque l'organisation dure un certain moment dans le temps, il y a l'ego qui surgit. Et c'est l'ego qui devient l'ennemi numéro un de l'excellence opérationnelle. Parmi ces différents points qu'on doit se focaliser, c'est l'absence d'actualisation du business model. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout au long de ce slide, on va prendre comme exemple Kodak. Kodak, lorsque elle a lancé Kodak, c'est une entreprise qui est très importante et très connue dans le monde, mais à un certain moment, n'a pas su comment actualiser son business model selon les 5 points. Selon le client, qu'est-ce qu'il demande, selon la compétition, la data, l'innovation et la valeur. Au moment de la digitalisation, les clients ont souhaité toujours publier leurs photos dans le web. Mais Kodak n'avait pas cette tendance. Elle voulait toujours rester dans le même système. Le deuxième point qui est aussi important, c'est que l'organisation verticale et la bureaucratie. Ça, c'est très important de le souligner et ce qui provoque la rigidité du système. Une fois que le système est rigide, on va oublier de prendre une initiative. Il va avoir une certaine limite au niveau de communication et une certaine limite d'utilisation de nouvelles technologies, comme c'était le cas du Kodak.
Le troisième point qui est aussi crucial, c'est la prise de décision archaïque. Toujours les mêmes personnes qui prennent la même décision et absence totale d'une prise de décision collective. Le quatrième point était l'absence d'une démarche du changement. On revient toujours sur l'exemple de Kodak. Kodak, Kodak lorsqu'elle a créé l'appareil digital, c'était à partir de 1975, mais elle n'a pas voulu aboutir à ce changement-là. Elle a toujours voulu rester dans sa démarche d'ancienne appareil. D'où la décadence qui était programmée graduellement à partir de 1975 jusqu'à pratiquement la disparition de Kodak. Et le cinquième point qui est aussi crucial, c'est la non-prise en considération de la nouvelle génération. Dans une grande entreprise, il y a différentes générations. Et lorsque une nouvelle génération sera recrutée dans une organisation, on doit prendre en considération leur façon de penser, leurs initiatives et les idées qui surgissent pour qu'on puisse améliorer ce contexte-là. D'où ces 5 éléments qu'on voit qui sont très importants de les prendre en considération par les leaders avant même de se lancer dans la transformation organisationnelle. Merci et je passe la parole à Mehdi. Merci Kamel pour ce premier piège. En fait, on va rester dans presque le même sens. Ça parle toujours de l'humain, de l'être humain et de sa dimension qu'il apporte dans l'organisation. Donc là, le deuxième piège, c'est le fait de négliger le changement de culture qui est nécessaire à la transformation. Là, j'ai choisi de vous rappeler une petite citation de Peter Drucker qu'on connaît tous, je suis sûr, qui dit que culture eats strategy for lunch, ou bien la culture ne fait qu'une bouchée de la stratégie. Alors là, on peut dire que la culture ne fera qu'une bouchée de la transformation. Et pourquoi? Parce que en fait, il y a une dimension subjective, une dimension humaine qui est propre à la transformation. C'est vrai qu'il y a le côté processus, changement de procédure, d'outils de travail, de plein de choses, mais ça reste du matériel, ça reste du procédural. Donc là, c'est vraiment le côté objectif. Mais le côté subjectif, la dimension humaine de la transformation, peut et pose souvent problème dans la transformation. Alors pourquoi? Parce que le fait de négliger cette dimension humaine va nous amener à échouer à atteindre une masse critique. C'est un seuil ou bien un niveau critique qu'il faut atteindre, un niveau de partisans, un nombre suffisant de gens, de ressources humaines qui sont nécessaires pour changer à la fois le comportement et notre manière de penser. Et donc, ces deux éléments constituent en fait la culture d'entreprise. Donc, il faut une masse critique. Donc, si on néglige la partie humaine, on n'aura pas notre masse critique et par la suite, on aura un échec cuisant de notre transformation. Maintenant, c'est quoi ou bien quel est le niveau le plus vulnérable face à ce piège-là? Alors, on parle là ou bien des managers intermédiaires qui sont au milieu, qui sont au cœur de l'organisation, qui sont là pour vraiment mettre en œuvre ce qui a été visionné par le top management et ce qui va être déployé au niveau opérationnel. Donc, pourquoi ces gens-là ou bien ces ressources-là tombent souvent dans ce piège-là? Parce que ils ont à la fois la pression du top management. Il va dire, ou bien qu'il va poser des questions, pourquoi on est en retard, qu'est-ce qu'on attend, il faut réussir notre transformation, il faut des résultats. Donc là, il y a une pression qui vient d'en haut. Et il y a aussi une résistance, des freins, en fait, aux changements qui viennent d'en bas, et donc des équipes opérationnelles. Donc là, en fait, c'est deux contraintes, une d'en haut et une d'en bas. Mais encore, il y a en fait des exigences transverses qui vont être entre ces managers intermédiaires. Disons que par exemple, le service qualité va exiger du service, par exemple, maintenance, qu'il livre ses livrables de transformation. Et donc là, il y a vraiment une contrainte qui vient de plusieurs niveaux et qui fait que ces managers intermédiaires restent le nez dans le guidon, ne voient pas en fait la vision macro de la transformation et néglige par conséquent la dimension humaine. Alors, comment faire ou bien qu'est-ce qu'on peut faire? Ces managers intermédiaires devraient être les architectes de la transformation.
Donc, c'est eux, normalement, qui mettent en œuvre. Alors, c'est eux qui doivent vraiment être les ingénieurs, les architectes de la transformation. Comment on peut faire ça? Alors, on leur donne la chance ou bien l'opportunité de construire eux-mêmes des mécanismes internes. Et là, je rappelle, ou bien je vous invite à voir les deux premiers webinaires qu'on avait fait pour rappeler cette dimension interne et l'importance de ce qu'on construit en interne pour réussir la transformation. Donc, afin de générer des idées et imaginer des structures et développer de nouvelles approches qui sont propres à l'organisation pour réussir la transformation. Alors, ça va nous permettre d'imaginer à quoi pourrait ressembler ou bien à quoi qu'est-ce que peut être notre transformation et comment on pourrait réussir la transformation. Alors, on imagine la transformation, donc le but final et le chemin qui va nous mener vers cette transformation. Donc là, en fait, je rappelle que le fait de négliger l'aspect humain, ce que j'appelle le facteur H dans la transformation, est un facteur, ou bien c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Alors, je passe la parole à Amélie et Sofiane, et merci de votre attention. Oui, merci, Maisie. Alors, le troisième piège sur lequel je vais échanger avec Sofiane, c'est de ne pas associer les employés à la transformation de façon personnalisée. Alors, avec Sofiane, on a identifié deux grands axes concernant ce piège-là. Le premier, c'est d'ignorer l'avis des collaborateurs et de ne pas le prendre dans la gestion du changement. Alors, cela va leur laisser en fait l'impression que la transformation leur est imposée et forcément, ça va créer chez eux du rejet et de la réticence. Ils auront effectivement l'impression de n'être pas consultés, de n'être pas embarqués dans cette transformation-là. Ensuite, il y a la non prise en compte de leur expérience ni de leur point de vue personnel ou individuel. Et ça, c'est un piège, c'est bien dommage en fait, parce que finalement, l'expertise et la connaissance du terrain, elles se trouvent chez ces employés-là. Et le fait de ne pas la prendre en compte, c'est vraiment un grand piège dans la transformation organisationnelle. Il y a également le fait d'ignorer les relations organiques entre les individus. Ça va rejoindre un peu la partie culture qu'on a vue précédemment. Ces relations-là vont avoir un impact en fait sur la façon dont ces individus-là, dont nos employés vont être capables de recevoir cette transformation organisationnelle. Alors, Soufiane, je pense que tu as un complément pour nous. Merci Amélie. Le deuxième point, c'est la partie ambassadeur qui a aussi son importance ou qui vient compléter la partie collaborateur de manière générale, c'est de ne pas avoir de relais pour échanger autour des objectifs de cette transformation-là. Concrètement, c'est avoir des personnes qui viennent articuler de manière claire le changement auprès de votre population cible. Deuxième point, c'est négliger les signaux de doute, d'inertie ou de cynisme de par ces individus-là. Et troisième point, ne pas avoir ou bien ne pas reconnaître les petites victoires et ne pas les féliciter. On sait très bien que notre transformation est basée sur les petits changements ou bien les petits gains que l'on est ou bien que certains leaders de transformation ont tendance à oublier. Alors qu'il faut, dans ces cas de figure-là, venir féliciter ou bien congratuler toute petite victoire ou tout petit changement qui peut drainer les équipes et les pousser à faire mieux et à faire dans le sens qu'on espère. Et donc, nous avons trouvé une citation assez intéressante et représentative de ce qu'on est en train de discuter de Peter Michel Singer. Donc, les individus ne résistent pas au changement, ils résistent au fait d'être changés. Et je repasse la main à Amélie pour vous exposer les 4 briques qui sont à ce moment-là nécessaires ou bien qui peuvent drainer une meilleure transformation.
Merci, Soufiane. Effectivement, pour que ces individus-là ne résistent plus au fait d'être changés, nous avons identifié 4 blocs de solutions. Le premier bloc, c'est la préparation du management. Là, ça inclut pour nous tous les décisionnaires à la prise en compte de l'humain dans la transformation organisationnelle. L'objectif étant qu'ils puissent réussir à établir la confiance avec les employés en leur partageant une vision claire, en leur partageant l'étoile polaire. Ça permettra à ces employés-là de pouvoir y adhérer. Évidemment, ça implique aussi de pouvoir analyser et planifier avec les employés. Et le mot important ici, c'est vraiment le avec. On ne fait pas et ensuite les employés subissent. C'est vraiment avec eux qu'on embarque tout ce qu'il y a à faire dans la transformation. Ensuite, on a évidemment tout ce qui touche à la formation, au mentoring, ça peut être aussi du reverse mentoring, à tout ce qui est requalification, tous ces éléments-là qui vont permettre d'accompagner efficacement les employés dans la démarche de transformation organisationnelle. Alors, on aura également l'amélioration et le soutien dans la montée en compétences. Le but ici étant d'amener les employés à atteindre leur plein potentiel. Les employés ont énormément à offrir. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont l'expertise, ils ont la connaissance du terrain, certains pendant des dizaines d'années. Donc, ils ont à offrir et les amener à ce plein potentiel-là fera du bien à la transformation organisationnelle. Et donc, le dernier bloc que nous avons identifié, c'est la mise en place d'ambassadeurs champions. Et je te repasse la main, Soufiane, pour nous expliquer ce point-là. Merci, Amélie. Pour la partie ambassadeur et champion, ça vient de pair en fait avec la partie créer un système juste d'incentive. Et c'est plus pour montrer que nous avons besoin de mesurer de manière générale notre succès et de mesurer tout le process ou bien toute la mécanique que nous sommes en train d'installer avec la transformation. Et ça peut être par des indicateurs relatifs aux individus, comme ça peut être des indicateurs relatifs à la transformation de matière. Ça peut être relatif à la transformation ciblée, c'est-à-dire le taux d'adhésion à un outil, par exemple, que nous sommes en train d'installer, ou bien quand on parle d'un individu, c'est le nombre de personnes que nous avons formées pour une année complète, ou bien le nombre de personnes, comme ce que vient d'expliquer Amini, que nous avons mentoré, ou bien que nous avons requalifié, ou bien passé vers une autre compétence. Tout cela pour dire que notre transformation est liée principalement à l'individu et qu'il va falloir il faut surtout pas décorréler notre transformation par rapport à l'employé. Et je passe maintenant la main à notre collègue. Yanis. Yanis. Merci Yanis. Bonjour, merci Sofiane et Amélie. Je vous propose de nous focaliser sur le 4e piège, à savoir les conséquences du manque de préparation au changement. Notamment, l'étude a identifié 4 exemples types de raisons non prises en compte qui amènent à ce qu'une organisation ne soit pas prête au changement. Alors tout d'abord, la première raison est de remettre en question le changement. Vous connaissez sûrement l'adage célèbre qui est « on a toujours fait comme ça, alors pourquoi changer maintenant ?» Effectivement, cela est dû du fait que l'entreprise ne veut pas aller de l'avant et craint d'explorer de nouvelles opportunités. Donc finalement, si l'on est focalisé sur le présent et non l'avenir, comment pouvons-nous rester leaders et performants tout en refusant d'innover? Alors la seconde raison est de ne pas impliquer les 3 niveaux hiérarchiques, les 3 strates finalement au sein des entreprises. À savoir qu'au niveau stratégique, le top management n'implique pas le niveau tactique, c'est-à-dire le management intermédiaire, et ce dernier n'implique pas le niveau opérationnel, à savoir les employés. Ce qui amène finalement un fonctionnement vertical et bureaucratique en silo. Alors la troisième raison est de confondre vitesse et précipitation. Dans le monde de la psychologie, il y a des personnalités qui aiment la stabilité, sont méfiantes, moins confiantes et plus résistantes au changement de nature, tandis que d'autres aiment l'instabilité, tout le contraire de la stabilité,
sont créatives, innovantes ou encore incarnent le changement. Donc, l'organisation doit élaborer un plan de changement et former ses collaborateurs. Enfin, l'une des dernières raisons est que l'entreprise n'est pas sincère ou ne met pas en pratique les valeurs promues. Il n'est pas rare d'entendre des entreprises proclamer «nous sommes agiles» alors que leur fonctionnement n'est pas plus différent qu'une organisation bureaucratique. Je me souviens auparavant d'avoir travaillé dans une entreprise où la direction exigeait que les employés adoptent l'esprit agile, mais ces derniers n'ont jamais reçu de formation ni d'explication sur ce qu'est l'agilité. Finalement, il peut aussi arriver que les employés veuillent être impliqués, mais que nous leur ne donnions pas les moyens de l'être. Donc, ce n'est pas forcément dû aux employés, mais aussi au niveau du top management. Et donc, la conséquence est que les salariés ne seront plus investis et chercheront refuge dans cette organisation au pied de colosses d'argile, à défaut de ne pas vouloir être agile. Pour conclure, ces 4 raisons sont interconnectées et contribuent à un manque de préparation globale au changement. Souvenez-vous du webinaire précédent sur les 5 dimensions, avec l'histoire de Théo que Hamid a eu le plaisir de nous rappeler. Cela nécessite une vision claire et un engagement sincère envers les valeurs de l'entreprise. N'oublions pas que chaque individu est complexe et réagit différemment au changement, et il est essentiel de tenir compte de cette complexité dans notre approche. Je passe désormais la parole à Mayedine pour la conclusion des 4 focus pièges. Merci Yanis, merci chers collègues pour avoir énoncé et détaillé aussi très bien les 4 principaux pièges à éviter. Alors, si vous vous rappelez de l'intervention d'Aurélien tout à l'heure, il présentait voilà, les 22. Et là, dans ce tableau, nous avons fait un résumé des 22 également. Donc, nous ne pourrions pas les lire de bout en bout. Mais je voudrais quand même faire un petit focus sur le point de blocage 13 qui dit ne pas identifier ou embaucher les bonnes personnes. Alors, vous allez remarquer que la dimension humaine, le capital humain est au centre de tout ce qu'on dit depuis le démarrage de ce webinaire. Et sur ce slide, l'affirmation de Jeff Bezos l'illustre très bien. Je vais vous laisser le lire. Et cette affirmation nous rappelle l'organisation. Alors, parlant de ça, j'aimerais partager une petite anecdote avec vous. Je me rappelle en 2022, j'ai été associé à une démarche voilà, de transformation organisationnelle d'une entreprise spécialisée dans la production des produits d'entretien du cadre de vie et qui souhaitait surtout refondre sa stratégie globale et faire un focus sur le volet commercial. Figurez-vous que le dirigeant de l'entreprise en question avait engagé une démarche de recrutement d'une vingtaine de collaborateurs dont la procédure était déjà presque à la fin, hein, avant même qu'on entame la démarche de transformation. Donc, à un moment donné, lorsqu'il fallait véritablement faire renforcer, aborder l'aspect du capital humain, nous nous sommes rendus compte que les profils recrutés tout récemment à l'époque ne concordaient pas vraiment avec les besoins réels de l'entreprise. Et nous étions obligés de reprendre cette partie à zéro. Donc, cette démarche qui était noble, qu'il fallait faire, était nécessaire et quand on l'a fait, on a réussi quand même à avancer. Alors, nous retenons donc par cette petite anecdote qu'au cours d'une démarche de transformation organisationnelle, le renforcement du capital humain ne doit pas être pris à la légère, ça ne doit pas être banalisé, on doit véritablement, lors du recrutement, également tenir compte des besoins réels de l'entreprise et pour ne pas faire des erreurs liées à comment on renforce le capital humain. Voilà, merci. Et je passe la parole à Kendi pour une illustration plus claire avec Nokia. Merci. Bonsoir. Merci Maïdine pour cette synthèse. Je vais à travers le cas pratique de Nokia essayer de vous présenter comment ces différents pièges peuvent vraiment peuvent pousser une branche ou même voir toute une organisation au déclin.
Pour la petite histoire, Nokia est une multinationale qui a été fondée depuis 1865 et au début des années 2000, elle était vraiment au paroxysme dans le sens où Nokia détenait 40% du marché des téléphones cellulaires et son chiffre d'affaires était à peu près dans les 31 milliards d'euros. Donc, c'était une grosse compagnie. Ce qui s'est passé, c'est que en 2013, Nokia s'est vu obligé de se débarrasser de cette branche cellulaire qui était très, très performante. Et finalement, aujourd'hui, elle est plutôt concentrée sur tout ce qui est infrastructure, réseau, télécom et des développements technologiques. Prochain. Monena, tu peux passer. La question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que Nokia n'a pas pu réussir sa transformation digitale dans le sens, comment ça se fait qu'elle n'a pas pu produire vraiment des smartphones qui étaient innovants? On a ici la cotation du PDG qui, dans une des interviews, avait dit, nous n'avons vraiment rien fait de mal, mais d'une manière ou d'une autre, nous avons perdu. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le déclin de la branche cellulaire. Nous, dans le cadre de cette étude, nous avons essayé de voir quels sont les pièges parmi les 22 pièges qui ont été cités précédemment, quels sont les pièges qui pourraient un peu nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Alors, le tout premier piège, comme on en a parlé, c'était l'état d'esprit. Nokia voulait rester leader et performant, mais n'a pas tenu compte du changement de la base de ses clients, de tout ce qui se passait dans le monde en termes d'innovation. Donc ça explique un peu le fait que du point de vue de sa mentalité héritée, elle a un peu sous-estimé la concurrence parce qu'elle se confortait dans sa position. Le deuxième piège, ce serait le piège numéro 4, qui fait qu'elle n'a pas préparé l'organisation au changement. À un moment donné, après 2005 et avant 2013, elle commençait à réaliser que ça ne marchait pas. Et là, elle a voulu mettre en place une structure matricielle. Mais ça, comme on en a parlé précédemment, c'est une organisation qui a une culture hiérarchique. Et là, il y a eu beaucoup de pushback. Les leaders n'étaient pas contents, ce qui fait que ça crée beaucoup de frustration et beaucoup de personnes ont quitté l'organisation. Un autre piège que nous avons également identifié, c'est au niveau du leadership. Il se trouve qu'à un moment, l'organisation a manqué de leadership, dans le sens a manqué de vision, n'a pas vu venir les changements, n'a pas pu prendre la bonne direction. Et également, il y a le fait que les partenariats n'ont pas été stratégiques pour l'organisation. Et finalement, le dernier piège qui, en fait, dans ce cas est vraiment le plus important, c'était le mauvais choix. Nokia n'a pas su adopter Android au bon moment. Elle s'est concentrée sur le système qu'elle utilisait et au moment où elle a voulu faire le virage, c'était trop tard. Les Samsung et les iPhones avaient déjà pris le marché. Je vais céder la parole à Yanis qui va aussi vous présenter un second cas. Yanis? Merci Kindy pour ton cas pratique. Nous allons désormais passer au cas de Toyota. Alors pourquoi ce choix? Dans le domaine de la transformation organisationnelle et de l'amélioration continue, Toyota est souvent évoquée comme une entreprise exemplaire. Dans de nombreux ouvrages que vous lirez dans la transformation des entreprises, il y aura probablement un chapitre dédié sur Toyota. Ce constructeur automobile est un leader du marché, réputé pour la fiabilité de ses véhicules, ce qui pourrait expliquer la satisfaction de nombreux clients, peut-être même voir parmi vous, si vous détenez un modèle Toyota. Toyota est étudié dans le monde entier, dans le monde du management, pour avoir instauré dès les années 50 le Toyota Production System, également connu sous le nom de Lean en Europe. Le Lean vise à améliorer les performances des entreprises. Parmi les outils issus de Toyota et intégrés au Lean, on trouve le Kaizen, signifiant amélioration continue, ce qu'évoquait Soufiane précédemment, le changement à petits pas, le fameux Kanban, célèbre dans le monde de l'agile. Toutefois, cela provient du monde du Lean. Le 5S, le London, le Value Stream Mapping ou encore le Total
productive maintenance. Vous avez aussi aujourd'hui une salle de pilotage qui est célèbre depuis récemment, qui est la salle Obeya, qui provient également de Toyota, et la liste est longue. Dans les années 50, Toyota était une organisation bureaucratique de type mécaniste, mais elle a évolué vers une bureaucratie excellente ou habilitante. Alors comment? En donnant du pouvoir aux opérationnels, qui peuvent définir des procédures et collaborer avec les ingénieurs pour résoudre des problèmes. C'est-à-dire que quand il y avait une machine de production qui était en panne, souvent l'opérateur avait le pouvoir de fermer, d'arrêter la machine de prod et d'appeler tous les ingénieurs pour travailler ensemble. Chose qui ne se fait pas dans le taylorisme ou dans les entreprises de type Fordisme, excusez-moi. Cette transformation, inspirée par le modèle de Toyota, a influencé des approches telles que Scrum dans le monde agile, où le pouvoir est également décentralisé vers les développeurs, à l'image de ce que Toyota a mis en place il y a des décennies. En résumé, bien que Toyota soit souvent identifiée comme une entreprise lean, elle reste principalement même aujourd'hui une bureaucratie excellente ou habilitante, avec une structure hiérarchique pyramidale. Ce qui distingue cette bureaucratie chez Toyota par rapport à d'autres entreprises, c'est sa capacité à déléguer le pouvoir au niveau opérationnel, une caractéristique qui a inspiré des modèles comme la démarche Lean. Comme quoi, il ne faut pas forcément toujours remettre aux orties les entreprises traditionnelles ou bureaucratiques. Certaines peuvent s'avérer bien plus efficaces que l'entreprise agile. Alors, ce qui est paradoxal également, c'est qu'en 2009 et 2010, Toyota a traversé une grave crise. Alors, pour contextualiser à cette époque, Toyota avait procédé à l'acquisition de nombreuses usines et avait une forte dépendance vis-à-vis de ses fournisseurs. Alors, une stratégie de réduction des coûts des fournisseurs qui a été donc impactante. De plus, il y avait un paradigme interne selon lequel nous sommes Toyota, nous sommes réputés pour être innovants et leaders sur le marché de l'automobile. Prenez l'exemple du Titanic, où le constructeur White Star Line était convaincu que le navire serait insubmersible. Vous connaissez sûrement la fin tragique de cette histoire. Alors, en ce qui concerne cette slide, quelles en sont les causes de cette crise? Alors, tout d'abord, les usines acquises n'appliquaient pas la démarche Lean. Les fournisseurs non formés à la démarche Lean, chose que Toyota y accorde une grande importance en auditant et en formant leurs fournisseurs aux standards du Lean Management. Également aussi, les intérimaires ne pouvaient pas compter sur les chefs d'équipe, car d'une part, ces opérateurs n'ont pas été sensibilisés à la démarche et culture Lean, ainsi que les chefs d'équipe qui agissaient comme des contremaîtres et non comme des chefs d'équipe de type leader, comme on peut retrouver dans les usines Toyota au Japon à cette époque. Ce qui a amené plusieurs conséquences, comme vous pouvez le voir sur l'image devant vous. Peut-être l'avez-vous entendu parler, il y a eu un rappel de 9 millions de voitures dans le monde entier dû à des problèmes d'airbag ou de autres composants critiques, ce qui a tout naturellement amené à un accroissement des coûts de la non-qualité et donc une insatisfaction du client, alors que Toyota est réputé pour satisfaire le client interne et externe. Par conséquent, Toyota a mis en œuvre une transformation pour les nouvelles usines acquises, donc en les rendant plus flexibles et décentralisées, tout en les alignant sur le modèle de bureaucratie excellente, adopté par les autres usines de Toyota à cette époque, donc notamment en définissant de nouveaux rôles de leader et non chef, formant à la démarche et à la culture du Lean le personnel de ces nouvelles usines acquises et les fournisseurs, réduisant la ligne hiérarchique de ces usines, rendant les organisations plus décentralisées et flexibles, et enfin donnant du pouvoir et en responsabilisant le centre opérationnel. Ce qu'il faut retenir est que l'entreprise Toyota a quand même mis 9 à 10 ans pour transformer l'organisation de ces différentes usines qui ont été acquises, bien évidemment. Malgré sa réputation d'entreprise innovante et performante, cela souligne l'importance de toujours chercher à s'améliorer et à se transformer constamment. Après cette démarche de transformation, Toyota est devenue encore meilleure. Finalement, c'est une leçon pour nous rappeler que même les meilleures entreprises ne sont pas exemptées de s'améliorer constamment pour maintenir son rôle de leader et être performant. Je laisse désormais la parole à Destin pour la conclusion. Merci infiniment, Yanis, et pour cette très belle présentation. Lors de la session dernière, l'équipe d'études a abordé la transformation organisationnelle, qui se définit comme étant un ensemble de processus de transformation de la stratégie, de la structure
et des compétences pour mieux répondre à un environnement en constante évolution. La transformation organisationnelle peut prendre différentes formes en fonction des besoins spécifiques de l'organisation et des objectifs à atteindre. Il en existe plusieurs types. La restructuration organisationnelle, la transformation numérique, le changement stratégique, et j'en passe. Mais quel que soit le type de transformation, il est important de retenir que l'épine dorsale demeure l'une. Cette semaine, la team aborde la question des pièges à surmonter pour réussir une transformation organisationnelle. Plusieurs pièges existent, mais les 4 principaux pièges sont les suivants. L'état d'esprit hérité, qui est par moments toujours prédominant, aussi bien pour les grandes structures que dans des structures moyennes. Négliger le changement de la culture nécessaire pour la transformation. Ne pas associer suffisamment les employés à la transformation de façon personnalisée et ne pas prendre assez de temps pour préparer l'organisation au changement. Ces 4 pièges sont à éviter avec les 21 pièges qu'il faut également éviter. Nous avons eu 2 beaux REX, le REX de Toyota et celui de Nokia. Dans le REX de Toyota, nous avons identifié de façon très claire les pièges qui ont touché cette organisation. Il s'agit du piège de l'état d'esprit irrité et du piège de la non-préparation de l'organisation au changement. Au niveau de Toyota, nous avons principalement identifié 2 pièges majeurs. Le piège qui consiste à négliger le changement de culture nécessaire à la transformation et le dernier piège qui est toujours de ne pas préparer l'organisation suffisamment, de ne pas préparer cette organisation au changement. Tout en espérant que toutes ces notions ont bien été assimilées au cours de cette soirée, Mounina, je te cède la parole pour la suite. Merci beaucoup, Destin, pour cette synthèse et merci à l'équipe pour la belle présentation. Sur ce pas, j'espère que vous êtes tous connectés au klaxon. Donc, nous allons passer à la partie ce qu'il faut retenir du webinaire de ce soir. Pour cela, je vais partager mon écran pour aller sur klaxon. Et donc, on va pouvoir aller voir les nombres de mots qui ont été voilà, on va sur klaxon. Partager quoi? On va partager. Donc là, j'espère que vous voyez mon écran. Donc sur klaxon, je vois qu'il y a un certain nombre de mots qui ont été partagés. Donc, c'est ce qu'on a demandé de mettre autant de mots que vous souhaitez et que vous avez retenu du webinaire de ce soir. Et je vois que le mot le plus grand qui arrive en plus grand caractère, plus gros caractère, c'est le mot humain. Donc, c'est vrai que ce soir, on en a beaucoup parlé. Et donc là, si je prends les 10 premiers, donc on a transformation humain, management, colosse au pied d'argile, ainsi de suite. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Maintenant, nous allons passer à une autre partie donc, qui va concerner le QCM. Donc, pour cela, je lance le QCM. Ceux qui sont connectés, vous allez voir apparaître sur votre écran les questions. Donc, sur ce point, je le lance. Donc, il y a une première question qui s'affiche. La transformation commence au niveau stratégique. Je vois qu'il n'y a que 28 personnes qui sont connectées alors qu'on est plus de 70 en ligne.
Donc, j'espère que les autres, vous pouvez vous connecter pour répondre à cette question qui s'affiche sur votre écran. Et donc, la transformation commence au niveau stratégique de toute organisation, vrai ou faux? Donc, on se donne quelques secondes pour répondre à cette question. Je vois, il y a 18 personnes restantes. Donc, ceux qui ne sont pas connectés, essayez de vous connecter donc, pour qu'on puisse répondre tous ensemble et puis vérifier un peu ce que nous avons retenu du webinaire de ce soir. 17 personnes restantes. Donc, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Peut-être que ça ne marche pas pour tout le monde. Donc, je vais passer à la question suivante. Ne plus attendre. 15 personnes, encore 2 secondes. Pour les 15 personnes, si vous pouvez répondre à la question. 14 personnes, donc on passe à la question suivante. Donc, c'est vrai, la réponse était bien vraie. On l'a dit lors du premier webinaire, on a insisté là-dessus que la transformation commence bien au niveau stratégique. Il faut que les top management soient vraiment impliqués et qu'il y ait une vision de ce qui doit être atteint. Et donc, nous allons maintenant passer à la deuxième question. Il n'y en a que 3, hein. Donc, je vois 30 personnes connectées. Donc, la question, c'est, pour une transformation organisationnelle réussie, l'humain, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut, première possibilité, l'humain, la stratégie, le leadership, la vision, qui permettent de définir une transformation sur 3 à 5 ans, ou uniquement une maîtrise de la technologie qui est le moteur de la transformation organisationnelle, ou encore des consultants externes qui maîtrisent la technologie et appliquent les solutions universelles, ou encore les bonnes pratiques, les meilleures pratiques. Donc, on a encore 16 personnes restantes. On va se donner 2 secondes pour passer à la question suivante. 13 personnes. Donc, on peut répondre à la question. Donc, 13 personnes, encore un peu, 2 minutes avant de passer à la question suivante. OK, voilà, ne plus attendre. On va passer à la question suivante. Donc, la réponse était bien. L'humain, la stratégie, le leadership, la vision. Et voilà, pour permettre de définir une transformation sur 3 à 5 ans. Ensuite, je vois que tout le monde a eu cette réponse, hein. Donc, ensuite, les 4 principaux pièges d'une transformation organisationnelle. Donc, on en a beaucoup discuté. Donc, vous avez 3 possibilités qui s'affichent sur votre écran et il y a une seule réponse qui est juste. Et donc, je pense qu'on en a beaucoup discuté. L'état d'esprit hérité qui est toujours prédominant, négliger le changement de culture, ainsi de suite. Donc, parmi les 3 réponses qui s'affichent sur votre écran, il n'y en a qu'une seule qui est correcte. Et donc, on se donne un peu plus de temps pour avancer sur celle-là parce que c'est important quand même. S'il fallait retenir quelque chose quand même du webinaire de ce soir, je pense que ça aurait été les 4 pièges, principaux pièges, sachant qu'il y en a à peu près 22 que vous pouvez avoir l'opportunité de regarder lorsque vous allez recevoir les slides. Donc, dans les jours à venir, nous allons vous envoyer les slides. Donc, dans le slide, vous allez voir qu'on a traduit les 22 pièges les plus récurrents qui font obstacle à une transformation organisationnelle réussie. Donc, je vois qu'il y a encore 17 personnes donc, restantes. Est-ce qu'on peut faire encore 2 secondes et on continue? Sinon, je vais peut-être ne plus attendre parce que on va être pour pouvoir donner la chance en fait de répondre au moins à une question. L'état d'esprit hérité est toujours prédominant. Ensuite, négliger le changement de culture nécessaire à la transformation. Ensuite, ne pas associer les employés à la transformation de manière personnalisée. Et enfin, ne pas préparer l'organisation au changement. Donc, bravo d'avoir joué le jeu. On a à peu près 85% de bonnes réponses, ce qui est excellent. Et donc, je vais répartir sur ce point, sur le slide. Comme ça, j'espère que vous voyez toujours mon écran. Est-ce que c'est bon? Là, on est sur le PowerPoint et donc, nous allons passer à la question-réponse.
est-ce que vous voyez la question-réponse? Et donc, pour répondre à la question de Christophe, donc, en fait, lors de votre inscription au webinaire, nous avons votre email votre email. Donc, dans les jours à venir, nous allons vous envoyer un lien vers le PDF des slides et aussi le lien vers le replay de la vidéo de ce soir. Donc, vous allez tout recevoir. Et excellent. Donc, je ne sais pas, en fait, est-ce qu'on prend une question? Sinon, il y a aussi possibilité je vais pour déclarer le code PDI parce que aujourd'hui, la présentation vous donne droit à un code PDI dont c'est le code s'affiche à l'écran. Et donc, ensuite, nous avons la prochaine séance du webinaire, ce sera le 18 avril. Donc là, ça va être sur une transformation guidée par un but. Et nous aimons en fait améliorer nos webinaires au fur et à mesure. Et pour ça, nous avons une enquête de satisfaction dont vous pouvez scanner le QR code afin de répondre et où il y a le lien qui s'affiche. Ça va être envoyé aussi, mais vous l'aurez dans le slide. Et par rapport aux ouvrages qui ont été utilisés dans le cadre de ce webinaire, et donc il y a un certain nombre d'ouvrages qui s'affichent et il y en a d'autres et donc nous avons aussi concocté pour vous les liens utiles pour pouvoir télécharger gratuitement les slides et le contenu qui nous a servi à mettre en œuvre le webinaire de ce soir, sachant que ils sont tous en anglais, justement, et c'est justement notre objectif de pouvoir les traduire en français et pouvoir discuter avec vous. Et sur ce, est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, Mounina, il y a une question. Vas-y. Y a-t-il une frontière entre la conduite de changement et la transformation organisationnelle? Qui veut prendre la question? Je pense on en avait discuté la dernière fois. Et donc, est-ce que quelqu'un veut répondre? La conduite de changement, c'est un travail qui se fait permanent au sein de l'entreprise, alors que la transformation organisée, c'est comme un projet finalement. Vous avez l'opérationnel et le projet dans le monde de l'entreprise. Donc le monde du projet, le monde de l'opérationnel. Le monde de l'opérationnel, c'est qu'on fabrique X produits tout le temps. C'est ce qui fait qu'on va générer un chiffre d'affaires. Et donc, dans l'opérationnel, eh bien, la conduite de changement, elle se fait tout le temps. Alors qu'une transformation organisationnelle, c'est dans le management de projet, c'est pour créer de la valeur, pour améliorer son chiffre d'affaires, pour, par exemple, développer un autre produit. Donc, comme ça, donc la conduite de changement, c'est continuellement, et la transformation organisationnelle, c'est pour améliorer l'organisation. Je ne sais pas si quelqu'un veut complémentariser. Merci beaucoup, Yanis. Claude, tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'est juste pour vous dire que la transformation organisationnelle, c'est la stratégie qu'on va poser. Elle Tu peux détermine la mettre ta stratégie. vidéo hein, si tu veux. Oui, On te merci. voit pas. Alors, la transformation organisationnelle, elle est déterminée par la stratégie. Donc, il y a toute une transformation, the way we do, comment on fait le business, comme l'a expliqué Yanis, c'est-à-dire on peut choisir une transformation au niveau productif, une transformation au niveau du corps, ou bien on peut réinventer notre mode de travail, de business, c'est-à-dire. Donc, le changement, c'est au niveau opérationnel, day to day. Chaque jour, on fait un changement, on adapte, on est flexible, mais la transformation, c'est la stratégie. Voilà. Merci. Et un Excellent. très beau webinaire. Merci. C'était très, très, très intéressant. Merci Oui, beaucoup. excellent. On va prendre une dernière question. Vous êtes tous invités à répondre, hein. Donc, c'est quel est le lien entre la transformation organisationnelle et le modèle opérationnel? Qui veut répondre à cette question? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre?
Est-ce que tu peux répéter Oui, bien sûr. Quel est le lien entre la transformation organisationnelle et le modèle opérationnel? le modèle opérationnel, donc, il dérive de la transformation, donc de la stratégie. Donc, d'habitude, on met notre stratégie, puis après, il y a, si j'ai bien compris, c'est l'action plan, l'action, c'est-à-dire le plan d'action, le mode opérationnel. Et si on se rappelle de la boussole, du compas, le mode opérationnel doit être flexible, agile, adapté au changement pour pouvoir réussir une transformation. Donc, il y a un lien très étroit entre la transformation et le mode opérationnel. Déjà, c'était un piège qui a été expliqué cette fois-ci. Si on ne prépare pas l'organisation au changement, on va échouer une transformation. J'espère que j'ai bien répondu et j'ai bien compris la question. Oui, donc, oui, tu as bien répondu, tu as bien compris la question. Sur ce, je propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup, merci à tous. Et la présentation, elle était super intéressante. On a pas mal de commentaires positifs dans le chat. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et donc, pour le reste des questions qui n'ont pas pu être répondues, ce que nous proposons, c'est de pouvoir le faire ultérieurement par écrit. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.